Bonsoir et merci de nous suivre pour ce rendez-vous Questions majeures, un programme proposé par la RTB pour mobiliser les populations burkinabè autour des grandes thématiques en lien avec la situation sécuritaire et socio-économique du pays. Ce soir, quelle place pour la diplomatie dans une crise multidimensionnelle que vit le Burkina Faso aujourd'hui? Terrorisme, crise économique et sociale, ainsi que des défis environnementaux ont affecté le pays depuis quelques années. Si, sur le plan militaire, le combat est farouche pour libérer le pays, sur le plan diplomatique, quels peuvent être les efforts pour restaurer la confiance et promouvoir le dialogue dans un pays marqué par une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent? Cette émission mettra en lumière la complexité de la situation burkinabè avec des experts qui présenteront des solutions diplomatiques pour venir en aide à ce pays en difficulté. En somme, que peut faire la diplomatie pour résoudre la crise multidimensionnelle? Pour en parler, nous sommes avec Dr Poussi Sawadogo, spécialiste de relations internationales et directeur de l'Institut des hautes études internationales du Burkina Faso. Bonsoir, docteur, et merci de venir nous aider à comprendre le sujet. Bonsoir. Également avec nous, M. François Oubida, diplomate à la retraite et ancien ambassadeur du Burkina Faso au Japon. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur, et merci de venir nous aider à comprendre le sujet. Bonsoir à tous les deux donc, et merci de votre disponibilité. Alors, première question, docteur Poussi Sawadogo, on va aller sur des questions de clarification notionnelle. Quand on parle de crise multidimensionnelle et de démocratie, à quoi cela renvoie? Oui, crise multidimensionnelle et diplomatie. La crise multidimensionnelle, une crise, c'est une situation d'inconfort, c'est une situation de remise en cause, une situation souvent même de guerre comme nous la vivons actuellement. Et cette crise devient multidimensionnelle lorsque elle touche différents secteurs comme le secteur de la sécurité, les secteurs de la santé, les secteurs de l'économie, les secteurs de l'humanitaire. Et dans notre cas, effectivement, on constate que tous ces secteurs sont touchés et les acteurs de ces secteurs sont dans l'inquiétude. Et il faut donc regarder avec un recul comment donc prendre en charge cette crise multidimensionnelle. Oui, François Oubida, il a dit, tout un concentré de problèmes que la guerre nous cause, mais est-ce qu'on peut avoir les enjeux diplomatiques qui en découlent? À toute crise, il y a une implication dans les actions de l'État à l'intérieur pour résorber cette crise, qu'à l'extérieur pour voir comment nouer des partenariats qui vont appuyer pour la résolution de cette crise. Et comme vous l'avez constaté, dès que la crise sécuritaire a éclaté, le gouvernement a entrepris, a projeté des actions vers l'extérieur pour voir avec les partenaires aussi bien bilatéraux que multilatéraux quelles sont les solutions concrètes qu'elle peut mobiliser dans la résolution de ces différentes crises-là. Et vous savez aussi que, indépendamment même des efforts que le gouvernement déploie, dès lors qu'il y a crise au niveau humanitaire, il y a des structures au niveau international qui se mettent en branle. Donc, des initiatives au niveau international qui viennent vers le pays concerné par la crise. Donc, à l'heure actuelle, le Burkina est engagé, aussi bien à l'interne pour des solutions, mais à l'extérieur aussi pour mobiliser des partenariats à même de l'aider à trouver des solutions durables, multidimensionnelles. Oui, docteur Poussi Sawadogo, mais qui sont les parties prenantes de cette crise? Oui, il faut faire donc une cartographie des acteurs. Et quand on établit cette cartographie des acteurs, on a, et pour ce qui concerne la crise sécuritaire qui a occasionné les autres dimensions, on a donc le gouvernement qui fait face donc à des attaques de groupes armés terroristes
Et on a également des acteurs non étatiques, des organisations de la société civile, des associations, des organisations internationales non gouvernementales et des organisations internationales, notamment intergouvernementales, qui sont aux côtés de l'État pour l'aider à résoudre cette crise multidimensionnelle. Vous avez donc des acteurs humanitaires, vous avez des acteurs économiques et vous avez d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs au cœur du processus mais qui interagissent comme les médias. Vous savez que la question médiatique se pose ces derniers temps. Journalisme sensible au conflit, également l'interpellation de certains médias internationaux. Donc, ça veut dire que... On va parler de la suspension de ces exactement, de ces médias. Donc, on est dans une dynamique où chaque acteur, même les acteurs de la recherche, parce qu'il faut que le monde de la recherche, le monde de la science accompagne la dynamique pour pouvoir donc trouver des solutions à la crise. Mais donc, il y a aussi les groupes armés terroristes même qui... Oui, c'est une question de multiplicité. Et là, il faut effectivement regarder depuis l'Algérie avec le GSPC, ensuite ACMI et d'autres groupes qui se sont ajoutés aujourd'hui. On a l'État islamique, on a même des groupes d'essence locale. Donc, il y a une multiplicité en l'air sain, avec souvent même des divergences d'action, des divergences de philosophie, des divergences d'idéologie entre ces groupes-là et qui complexifient davantage. Donc, à ce niveau, on peut dire que l'État et ces groupes, ce sont les acteurs plus ou moins directs. Et en dehors de ça, il y a des acteurs qui accompagnent, qui peuvent être des acteurs secondaires, comme les populations qui en sont victimes de cette situation, mais aussi des acteurs dans l'ombre. Certainement qu'il y a par exemple des acteurs qu'on ne voit pas, mais qui alimentent la crise, et d'autres acteurs aussi qu'on ne voit pas qui travaillent à ce qu'on puisse surmonter la crise. Donc, et dans un élan diplomatique, c'est de voir donc en termes de dimension aussi, la dimension locale, la dimension régionale, la dimension internationale, quels sont les acteurs qui peuvent concourir à aider le Burkina Faso, qui n'est pas le seul dans la situation. Vous avez donc toute la région du Sahel. Et aujourd'hui, on a le Mali, le Niger, le Burkina, à titre d'illustration, qui sont dans la même situation, qui doivent d'abord se donner la main. Peut-être la Mauritanie. Exactement. Exactement. Sahel. Exactement. Justement, François Oubida, on l'a vu avec le gouvernement burkinabé, il y a comme une sorte d'affirmation ou de réaffirmation de la souveraineté de l'indépendance du pays, malgré que le pays soit en crise. Mais il y a aussi d'autres acteurs que le docteur a cités, notamment ceux qu'on appelle la communauté internationale, parfois aussi qui n'entendent pas les choses d'une certaine voie. Quand vous avez une déstabilisation des pouvoirs démocratiques, tout de suite, il y a l'épouvantail des sanctions qui viennent. Comment on peut analyser un peu la position de tous ces acteurs gouvernementaux, internationaux ou peut-être des groupes armés, parce que chacun tire la couverture de son côté. La communauté internationale fonctionne sur la base de principes. Et au niveau africain, les gouvernements africains ont adopté le principe du changement, le principe de condamner les changements non démocratiques. Donc, ce qui veut dire que la crise sécuritaire et le coup d'État qui a entraîné le coup d'État au Burkina Faso a déclenché une certaine résistance au niveau de ces structures-là qui immédiatement ont condamné notre pays. Et la condamnation est venue d'abord de la CEDEAO, appuyée par l'Union africaine, et d'autres pays ont fait écho, des pays comme des organisations ont fait écho. Et dans cette situation, le gouvernement se devait de réagir. Et comme vous l'avez vu, les sanctions de la CEDEAO ont été vraiment des sanctions au niveau économique
et qui se sont étendues par la suite à des interdictions de déplacement. Et le gouvernement, pour se donner une marge de manœuvre et trouver les meilleures solutions à ce qui était à l'origine de la situation, a noué des partenariats au niveau bilatéral d'abord, au niveau bilatéral, pour voir comment ensemble les pays qui se retrouvaient dans la même situation pouvaient se donner la main et dans le but d'améliorer la situation de leur population. Notamment les pays du Sahel. Voilà, les pays du Sahel, principalement avec le Mali et la Guinée, à qui le Burkina Faso a tendu la main pour chercher ensemble des solutions. On a assisté à des rencontres au niveau du Mali, au niveau du Burkina Faso et entre ces trois pays. Au-delà de ça, le Burkina a entrepris des actions vers la CEDEAO, vers l'Union africaine et aussi bien vers les Nations unies. Et tout cela dans une dynamique de la recherche de solutions. Les dimensions de cette crise ou des crises qui nous touchent sont telles que nos propres efforts ne suffiront certainement pas à les éradiquer. Voilà. Donc, oui, voilà. Monsieur Oubida, on le sait, vous avez parlé de la communauté internationale, notamment avec la CEDEAO, l'Union africaine, qui tout de suite n'est pas d'accord avec la déstabilisation du régime démocratique, mais ces déstabilisations ne sont pas venues comme un coup magique. C'est une situation, la conjugaison d'une situation qui a entraîné cela. Et souvent, on ne voit pas cette communauté internationale dès le départ pour accompagner ces pays à éviter souvent le pire. Comment on peut expliquer ça? Au niveau de la communauté internationale, il y a une certaine approche qui ne permet pas toujours d'anticiper. On ne peut pas anticiper. Les choses, vous me permettez le mot, se gâtent et ils viennent. Comme le médecin après la mort. Voilà, comme le médecin après la mort. Mais comment on peut inverser les paradigmes? Comment on peut arriver à pouvoir réinventer cette diplomatie internationale, docteur Poussy? Oui, je pense que la situation est très évolutive et comment on peut donc réinventer les processus. Je pense que quand on observe la façon dont la diplomatie du Burkina, la diplomatie du Mali est en interaction avec les acteurs internationaux, notamment aux Nations Unies, il y a des attentes qui sont exprimées, il y a des critiques qui sont énoncées à l'endroit de cette communauté internationale et qui peuvent donc constituer des sujets de réflexion pour une certaine dynamique diplomatique, que cette diplomatique soit à un niveau africain ou à un niveau mondial. Il est impératif de réfléchir à de nouveaux paradigmes parce que les questions dont les sujets dont il est question actuellement, notamment la question sécuritaire, c'est une question transnationale et aucun pays n'est à l'abri. Par conséquent, il faut une mobilisation générale pour aider les pays qui sont confrontés à ces difficultés à pouvoir s'en sortir. Donc, en tant que spécialiste des relations internationales, pour vous, quelle peut être cette nouvelle ère de la diplomatie pour ces pays, comme M. Oubida l'a dit, que les choses ne se gâtent pas, mais qu'au moins cette communauté soit toujours aux côtés des populations. Parce qu'on a toujours reproché, par exemple, à la CEDEAO de ne pas être la CEDEAO des peuples et des nations, mais beaucoup plus un consortium de chefs d'État ou peut-être un syndicat de chefs d'État. Il en est de même pour peut-être l'Union africaine, etc. Est-ce que quelque chose peut être fait à ce niveau, docteur? Oui, on avait parlé des acteurs de la crise et également quelques acteurs diplomatiques. Et vous venez d'évoquer donc cette dimension publique de la diplomatie, où aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas diplomates de carrière deviennent des experts en diplomatie. Et également, les communautés ont des besoins qu'elles peuvent exprimer directement à travers donc, les réseaux sociaux.
Et à partir de ce moment-là, il revient aux acteurs diplomatiques de premier plan d'être attentifs à l'expression de ces besoins, de se concerter et de réfléchir quelles sont les alternatives. Et pour ce qui concerne, je reviens à la crise sécuritaire. Vous savez, il a longtemps été dit que le Burkina, c'est un verrou et que si le Burkina saute, les pays côtiers vont connaître une difficulté. Et donc, il est essentiel pour les pays côtiers. Il y a certes l'initiative d'Accra qu'on ne voit pas tellement rebondir. Il y a cette initiative du G5 Sahel qui vole plus ou moins en éclats. Donc, il faut se poser la question, est-ce que les anciennes solutions peuvent s'adapter à une situation aussi complexe que celle que nous vivons? Et je pense que la réflexion est essentielle pour inventer de nouvelles dynamiques. Je ne peux pas ici décréter qu'il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais je pense qu'il faut se donner le temps d'analyser les situations, de contextualiser les situations, parce que la situation du Burkina, elle n'est pas celle de la Libye, elle n'est pas celle de la Syrie, elle n'est pas celle de l'Afghanistan. On comprend votre sens de la diplomatie, docteur. Mais est-ce que dans toujours cette crise qui nous tenaille, qu'elle soit multidimensionnelle, est-ce qu'on peut interroger aujourd'hui les pratiques diplomatiques en lien avec cette crise? Oui, naturellement, parce que la diplomatie, c'est l'art de dialoguer, c'est l'art de négocier, c'est l'art d'aller vers les autres pour pouvoir se faire comprendre. Et on peut se référer, par exemple, au discours du Premier ministre, appelé discours d'orientation et d'engagement patriotique, qui est donc la déclaration de politique générale, où il a énoncé les éléments clés de la politique étrangère du Burkina. Dans le premier axe, c'est que le Burkina souhaite avoir une coopération sincère et franche avec tous les partenaires. Il faut bien noter tous les partenaires. Donc, et c'est pour cela que cette politique étrangère s'oriente dans la diversification des partenaires. On ne se contente pas seulement des partenaires classiques, mais il y a des partenaires, de nouveaux partenaires vers lesquels on tend la main pour pouvoir sortir de la situation. Donc, pour ce qui concerne notre diplomatie, vous avez vu, on a un élan de dialogue, de négociation avec la Russie, avec la Turquie, avec l'Iran, avec la Corée du Nord, mais aussi avec les acteurs classiques, les partenaires traditionnels comme la France, comme les États-Unis, comme l'Allemagne. Il va de soi que c'est en multipliant et en diversifiant donc notre approche que nous allons pouvoir donc avec ce que l'un et l'autre peuvent nous apporter, de pouvoir donc trouver une solution. Et quand on regarde ces derniers jours, on voit que nos contacts, c'est aussi bien. Vous avez vu des audiences avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie. C'est déjà trois pays qui n'ont pas la même vision à l'international, mais qui en même temps sont les décideurs de ce monde et incontournables. Ils sont tous, ces trois puissances-là sont tous membres du Conseil de sécurité. Donc, pour nous, il y a une dynamique d'ouverture, une dynamique de diversification. Et aussi, le second axe de cette déclaration, c'est la coopération sous-régionale. Une coopération sous-régionale forte pour faire face donc à l'insécurité, pour faire face au terrorisme. Et ça, c'est très important. Parce que les Mossés disent que si on te lave le dos, il faut te laver la figure. Et le problème, c'est d'abord le problème du Burkina, le problème du Mali, le problème du Niger. Alors, ces trois pays-là doivent pouvoir échanger, trouver des solutions endogènes, parce que, comme vous le constatez, le terrorisme n'est pas seulement exporté, mais le terrorisme est en train de devenir endogène. Donc, par conséquent, il faut voir comment les communautés peuvent être interpellées pour venir à bout de ce problème. Oui. Donc, voilà ce que je peux dire en substance. Des solutions
innovantes qu'il faut réfléchir à bâtir. On va y arriver à ces solutions innovantes. François Obida, il a parlé de ces pratiques diplomatiques en situation de crise. On peut avoir la négociation, les médiations ou les pressions internationales. Mais quels peuvent être les avantages de ces pratiques pour notre cas précis aujourd'hui au Burkina? Alors, les avantages sont essentiellement, et puis il l'a mentionné, c'est d'abord de vous comprendre, de vous faire comprendre. Ça vous permet d'établir un dialogue avec les différents partenaires pour leur permettre de comprendre la situation et mieux appréhender ce qui se passe. Ça, c'est d'un. Et de deux, ça leur permet aussi de prendre des dispositions à leur niveau, en fonction de leurs compétences respectives, parce que chaque structure est spécialisée dans un domaine précis. Il y a l'Union africaine qui est politique, la CEDEAO qui est politique et économique, donc qui peut prendre des dispositions. Et c'est ça l'avantage des actions à l'égard des partenaires pour s'expliquer et pour mobiliser les ressources qui, à l'intérieur, vous manquent certainement pour bien juguler la crise. Oui, docteur Sawadogo, quand on parle de sanctions pour des pays qui croulent sous le poids de crises multidimensionnelles ou quand on parle d'un certain nombre de pressions internationales qui ne donnent pas la possibilité de pouvoir agir véritablement les mains libres, il y a forcément des limites. Oui, naturellement, parce que la crise à laquelle le Burkina Faso, le Mali et le Niger font face, comme on l'a noté au départ, c'est une crise multidimensionnelle. Et lorsque vous avez en face de vous des organisations dont vous êtes membre qui vous sanctionnent, effectivement, ça pose un problème parce que ça ne vous donne pas des marges de manœuvre. Mais c'est ça aussi l'avantage de la diplomatie. Lorsque on est sanctionné, il faut prendre des initiatives. Et je prends l'exemple de la Guinée, du Burkina et du Mali, qui ont entrepris un lobbying international pour faire un plaidoyer à l'Union africaine, au niveau de la CEDEAO, pour la levée des sanctions. Je pense que c'est déjà une dynamique. Parce que face à de telles situations, il faut aussi une politique des alliances et il faut une politique de rapprochement. Et lorsque cette politique est active, ça va certainement aider les autres à réviser leurs positions. Et je pense que c'est très important parce que en situation difficile, quand on arrive à avoir l'écho de nos amis, de nos partenaires qui nous poussent, et qu'on arrive à obtenir des résultats, c'est très, très encourageant. Mais et pour le cas du Burkina, sur la sérénité. Oui, pour le cas du Burkina, il y a aussi un aspect positif de ces sanctions, qui est le fait qu'il y a de plus en plus une prise de conscience nationale qui nous dit qu'il faut que nous-mêmes nous contribuions à l'effort de guerre. Et des initiatives ont été trouvées. Vous avez vu le bilan qui a été fait. Il faut donc s'allier parce que quand on est en face... Il y a des niches pour avoir exactement. Des ressources financières. Exactement. Donc, face à certaines situations, notre génie créateur, comme on le disait sous la Révolution, doit être développé. Et parce que on dit toujours, voilà, on dit toujours il y a une solution face à tout problème qui se présente. Et lorsque un problème n'a pas de solution, c'est que ce n'est plus un problème. Donc, et dans notre cas, je pense qu'on avance progressivement. Et même l'affirmation de soi dont vous avez fait cas, c'est parce qu'on a constaté qu'on est dans une situation où si on ne se prend pas en charge, personne ne nous prendra en charge. Si on ne se prend pas au sérieux, personne ne nous prendra au sérieux. À partir de ce moment-là, il faut avoir un langage de vérité vis-à-vis des partenaires et puis avoir aussi une dynamique de croissance, une dynamique de responsabilité. Et à partir de ce moment, on peut trouver des solutions idoines, ses propres solutions, et se faire respecter. Et lorsque vous commencez à trouver votre voie, il y a de fortes chances que même ceux qui résistaient à vous accompagner commencent à changer de position.
Oui, François Oubida, comment on peut analyser donc ces actions menées par les différents partenaires du pays, notamment les partenaires internationaux? On peut citer la CEDEAO, l'Union africaine ou les Nations unies et même peut-être la France et d'autres pays européens pour nous aider à résoudre cette crise burkinabé. Et personnellement, j'ai l'impression que ces différentes organisations-là ne se sont pas encore engagées dans le sens de nous appuyer pour une sortie de cette crise. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un principe au niveau des Nations unies et qui est même inscrit dans la charte et pour ce qui concerne la coopération régionale. Les Nations unies ne se saisissent pas d'une situation tant que les structures régionales ne portent pas la situation elle-même. Ce qui veut dire que dès que le Burkina est entré en crise, la CEDEAO s'est fermée. La CEDEAO s'est fermée, alors que c'est la CEDEAO qui devait présenter la situation au niveau de l'Union africaine, qui à son tour allait introduire ça aux Nations unies. Mais dès lors que la CEDEAO a fermé les portes, nous sommes comme dans une bulle où en réalité il n'y a aucune action concrète réellement qui puisse nous permettre de faire face à la situation sécuritaire. Parce qu'il est bien connu, le terrorisme est un phénomène mondial et la solution doit être mondiale. Donc on ne peut pas abandonner un pays entre les mains de terroristes aussi violents et qui ont écumé. Vous savez, ils ont fait l'Afghanistan, ils sont en Somalie. Et la communauté internationale, dans son ensemble, n'a pas pu les vaincre en Afghanistan. Et on nous laisse entre les mains des terroristes. Non plus, on n'a pas pu le faire ni en Somalie. En Somalie, ils sont là-bas depuis une vingtaine d'années. Et si vous passez même la mer Rouge, vous allez voir dans d'autres pays que ça écume depuis. En fait, il y a un réseau international qui est là. Et la communauté internationale, bien que consciente du fait qu'il faut une alliance mondiale pour lutter efficacement, et se croise les mains. Et moi, je pense que c'est au niveau de la CEDEAO qu'une certaine prise de conscience doit avoir lieu de manière à nous permettre de pouvoir utiliser les canaux diplomatiques nécessaires à la mobilisation des appuis. En dehors de ça, si la CEDEAO continue de résister, à moins que nous développions des actions directes, parce qu'il y a des mécanismes qui nous permettent de le faire aussi, et surtout vis-à-vis des Nations Unies. Et je ne vois pas comment est-ce que la communauté internationale réellement se mobilisera pour nous aider. Oui, docteur Poussi Sawadgo, comment on peut effectivement sentir cette communauté internationale, ces partenaires internationaux véritablement dans les actions en faveur de la résolution de la crise que nous traversons au Burkina? François Oubida l'a dit, on ne les sent pas suffisamment. Mais comment les sentir? Oui, il faut savoir que la question est, comme on l'a dit dès le départ, la crise est multidimensionnelle. Il y a des aspects sur lesquels la communauté internationale est très présente, c'est l'aspect humanitaire. Et on voit donc une mobilisation, que ce soit les acteurs qui relèvent des organisations internationales, les agences onisiennes sont présentes sur le terrain. Vous avez des organisations non gouvernementales africaines et occidentales qui sont sur le terrain par rapport donc à cette question humanitaire. Mais sur la question sécuritaire, on a de la peine. Et comme je l'ai dit chaque fois, il faut que le Burkina Faso puisse trouver des alternatives. Et à ce niveau, vous voyez qu'on a mobilisé les volontaires pour la défense de la patrie. Et actuellement, un effort conséquent est fait pour que les communautés puissent pouvoir avoir des espaces, des mécanismes de défense communautaire en appui donc à ce que les forces de défense et de sécurité apportent, et dans un cadre respectant donc le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. Donc tout cela est important à mettre en écho parce que certains pays souhaitent bien accompagner le pays, mais ils veulent s'assurer qu'ils ne vont pas venir s'embourber
comme d'autres se sont embourbés, et qu'ils ne viendront pas être complices de situations où on leur reprocherait d'avoir participé à aggraver la situation des droits humains. Donc, c'est un travail de fond qui est en train de se faire avec une diplomatie qui doit porter vers l'explication de la situation d'implication des supplétifs de l'armée et également d'actions vigoureuses et puis de mettre tendu vers d'autres partenaires bilatéraux qui manifestent réellement la volonté de soutenir. Et je pense que lorsque les résultats vont se sentir de façon manifeste, on peut convaincre donc les uns et les autres à s'aligner. Donc, c'est très important. Mais il faut donner déjà le ton au niveau national. Parce que si la mobilisation nationale, elle est forte autour donc de la situation, comme elle s'est fait voir actuellement, je pense que cette adhésion nationale, c'est vrai, il y a des appréciations qui peuvent être divergentes parce qu'on on ne regarde pas le problème sous le même angle, mais il y a un consensus au moins qui doit être créé et qui est la nécessité de sauver la patrie. Et lorsque tout le monde accepte ce consensus-là de sauver la patrie, il y a de fortes chances que chacun de nous soit un ambassadeur parce que ce soit de façon formelle ou informelle, nous pouvons donc faire bouger les lignes. Et vous avez par exemple des Burkinabés qui travaillent dans ces organisations internationales et qui peuvent donc faciliter la compréhension du problème burkinabé et permettre donc de faire bouger les lignes, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau des Nations Unies. Donc, à partir du moment où ils n'ont pas une deuxième patrie, mais ils servent ces organisations, ils doivent aussi travailler à ce qu'on puisse trouver la solution par leur influence subtile, par leur dynamique interne au sein de ces organisations. Oui, François Obida, on l'a vu parfois, l'action de certains partenaires internationaux n'est pas bien comprise quand, par exemple, ils évoquent des questions de droits de l'homme, ils évoquent un certain nombre de sujets, et le pays les soupçonne de beaucoup de choses. On l'a vu, la représentante du système des Nations Unies a été déclarée persona non grata dans le pays. Comment on peut arriver à recréer la confiance entre ces partenaires internationaux et le pays? C'est nécessairement par le dialogue qui est l'élément essentiel de la diplomatie. Et il faut parler aux partenaires et faire en sorte qu'ils comprennent ce qui se passe sur le terrain. Et je crois que la question que vous avez évoquée, qui était la situation avec la représentante des Nations Unies, relevait d'une incompréhension dans laquelle l'intéressé pensait entreprendre des actions sans en informer le gouvernement. Donc il faut que de part et d'autre, il y ait un effort de dialogue et de sincérité, parce que le dialogue, ça traduit un esprit de sincérité, que vous n'entrepreniez rien à l'insu de l'autre, ce qui peut certainement entraîner des situations d'incompréhension. Et je pense aussi que les partenaires devraient aussi analyser d'une manière endogène à leur niveau et de manière à tête reposée, sans parti pris, pour bien appréhender la situation. Parce que ce sont ces situations-là, justement, qui amènent les mutations dans les relations internationales. C'est des situations nouvelles. Donc, il n'y a pas nécessairement de solution déjà arrêtée. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, et nous sommes des humains, et à toute situation, il faut voir quels sont les tenants et les aboutissants, de manière à proposer des solutions qui puissent stabiliser ou se manifester de manière pérenne. Et c'est en cela que je pense que nous devrions avoir des attentes de la part de nos partenaires, plutôt que dans la confrontation. Monsieur Obida, quand par exemple vous prenez le cas des VDP, les volontaires de défense de la patrie que le docteur a évoqué tout de suite,
vous ne trouverez pas un partenaire international qui va cautionner cela. Les gens ont souvent l'impression que ce sont des milices recrutées par le pouvoir en place pour commettre un certain nombre d'exactions. Et ce n'est pas un secret pour le cas des VDP qui n'est pas bien coté chez les partenaires. Bon, c'est pour ça que je dis qu'il faut un dialogue. Tant qu'il n'y a pas cet échange-là, les partenaires là, ne peuvent pas comprendre la philosophie derrière les VDP. Bon, leur appréciation est construite sur la base de l'histoire, hein, des faits qui se sont passés dans d'autres pays et qui avaient produit des résultats négatifs. Bon, en cela, peut-être on ne peut pas les condamner. Mais les pays ne sont pas les mêmes, les pays n'ont pas les mêmes histoires, voilà. Ils n'ont pas les mêmes contextes. Et la mobilisation au Burkina, ce n'est pas une mobilisation secrète. Ce n'est pas une mobilisation secrète, c'est devant l'incapacité de la communauté internationale de nous venir en aide que nous avons, le gouvernement a lancé cet appel à une mobilisation générale. Et la population a répondu présent. On voulait 50 000 VDP. Et le processus a respecté voilà, une démarche légale. C'est une démarche légale. Et même que l'Assemblée nationale a entériné. Et je ne vois pas en quoi est-ce que nous pourrions assimiler nos VDP à des milices qu'on a vues ailleurs. C'est des gens qui sont formés. Et le porte-parole du gouvernement l'a dit. Il y a même des structures qui ont été intégrées au niveau de l'armée pour surveiller le respect. Oui, c'est ce qu'on appelle les cellules prévotales. Voilà, par rapport au comportement de nos VDP dans le domaine des droits de l'homme. Et je crois que ça traduit une certaine ouverture d'esprit, une certaine honnêteté et qui devrait interpeller la communauté internationale. Et en même temps une transparence aussi. Une transparence. Dans la résolution de la crise, avec des solutions endogènes propres au Burkina. Absolument. Et c'est tout à fait normal. D'abord, nous devons nous défendre. Et si vous prenez l'histoire des opérations de maintien de la paix, même quand c'est déployé sur la base du chapitre 7 des Nations Unies, les casques bleus n'interviennent pas dans la guerre. Quand il y a guerre, ils n'interviennent pas. Ils sont là pour défendre, ils sont là pour servir d'interposition aux forces en présence. Et c'est quand, éventuellement, ils sont agressés directement qu'ils peuvent répliquer. Sinon, aucun pays n'envoie son ressortissant dans les casques bleus pour mourir pour un autre pays. Donc, c'est ça les limites aussi des casques bleus. Et nous ne pouvons pas, dans la situation actuelle, compter sur quoi que ce soit d'autre que sur les Burkinabés eux-mêmes pour se défendre. Oui, docteur. Oui, bon, je dirais tout simplement que je m'aligne à ce que vient de dire Excellence Oubida, parce que quand on regarde effectivement la dynamique, il y a nécessité pour nous, en tant que Burkinabés, d'expliquer pour se faire comprendre. J'ai participé à une rencontre avec un groupe de partenaires et après l'explication, ils ont dit « Ah, c'est comme ça la question des VDP. Maintenant, on comprend mieux et nous allons rendre compte à celui qui nous a mandaté pour que la personne qui nous a mandaté comprenne la philosophie de recrutement de ces VDP, la dynamique dans laquelle ces VDP sont sur le champ et comment ces VDP opèrent dans le respect des droits humains. Donc je pense qu'il y a une dynamique d'explication essentielle à faire et plus on s'explique et au regard aussi des résultats sur le terrain, on pourra donc se faire comprendre et se faire accompagner. Oui. On va aborder la dernière partie de cette émission, notamment la diplomatie en situation de crise multidimensionnelle. Et on l'a vu, il y a la question de la politique étrangère, par exemple, dans laquelle on peut effectivement s'investir pour arriver à bout de cette crise qui nous tenaille. Oui, aujourd'hui, la politique étrangère du Burkina est orientée vers la diversification des partenaires.
Parce que l'intérêt, c'est que avec tous les partenaires avec lesquels on collabore, qu'on puisse être respecté. Un de mes mentors disait qu'un petit oiseau n'est pas la moitié d'un oiseau, mais c'est un oiseau entier. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes en difficulté qu'on va nous considérer comme un sous-pays. Nous sommes un pays entier et nous devons pouvoir interagir avec tous les pays. Et il ne doit pas avoir des conditions d'alliance, des conditions de partenariat. Et quand on regarde, on observe les faits, j'ai juste fait un petit exercice en allant sur la page Facebook du ministère des Affaires étrangères du 18 mars au 17 avril. J'ai constaté, j'ai énuméré 10 événements majeurs d'action diplomatique. Le 10e, c'est lors de la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, la ministre a discuté avec l'Iran. 9e, c'est la coopération bilatérale entre Ouagadougou et Nouakchott, donc dans la vision d'une collaboration prospère. 8e activité, c'est l'OCI qui réaffirme donc son soutien au Burkina Faso. 7e activité, c'est la ministre Rwamba qui fait un déplacement au Maroc pour donner une dynamique à la coopération indéfectible entre Ouagadougou et Rabat. Sixième exemple, c'est la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite. Et 5e exemple, c'est nos relations avec le système des Nations Unies, où on a échangé avec le coordonnateur AI. Vous avez parlé tout à l'heure de nos difficultés avec la dame qui est partie, oui. Mais le dialogue continue, les échanges continuent. 4e exemple, c'est l'axe Ouagadougou-Washington qui est relancé pour être normalisé. 3e exemple, c'est l'axe Pékin-Ouagadougou avec la Chine. 2e exemple, c'est les avancées notables entre Ouagadougou et Moscou. Et le dernier exemple que j'ai pris, c'est l'accompagnement de la ministre Rwamba au MIPAS, qui est une initiative mécanisme de prévention et d'anticipation des crises au Sahel. Donc voilà une diversité d'actions avec malgré la situation des crises qui est adressée à tous les acteurs. On a ici des acteurs non étatiques, des acteurs intergouvernementaux du système des Nations Unies, l'OCI, et des acteurs étatiques comme Washington, comme Moscou, comme Rabat, etc., comme Pékin. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une dynamique, et c'est cette dynamique-là qu'il faut appuyer et montrer l'élan davantage pour aider les pays à trouver les meilleurs partenaires pour pouvoir faire avancer la cause de la paix, la cause du développement et la cause de la sécurité au Burkina Faso. Oui, François Obida, sur la question de la politique étrangère, vous avez voulu ajouter quelque chose? Non, je crois que l'essentiel a été dit. Et aujourd'hui, notre politique étrangère doit être axée dans la recherche de solutions à la crise multidimensionnelle qui secoue notre pays. Notre diplomatie doit être déployée à 100% dans ce secteur-là. Et ça peut se faire par les acteurs internes, comme à travers nos différentes missions diplomatiques qui sont à l'extérieur. Et je crois que c'est le seul canal par lequel nous pouvons faire mieux comprendre la situation que nous traversons. Et notre engagement pour sortir nos populations de cette situation et également les attentes, nos attentes vis-à-vis de ces partenaires bilatéraux et multilatéraux. Oui, docteur Poussi Sawadgo, le dernier point peut-être sur cette question de diplomatie en situation de crise multidimensionnelle, c'est la diplomatie même, elle-même. Oui, comme on l'a dit dès le début, la diplomatie, c'est un outil dont dispose un pays pour aller vers les autres pays et pour mettre en œuvre la politique étrangère. Et dans cette diplomatie, on l'a aussi signifié, il y a le volet bilatéral et il y a le volet multilatéral. Et aujourd'hui,
vous parlez de diplomatie. La diplomatie, c'est un métier. C'est un métier d'influence et un métier de relation. J'ai le privilège de coordonner les activités de l'école diplomatique du Burkina. Et l'école diplomatique du Burkina est un outil d'accompagnement à la mise en œuvre de la politique étrangère. Et sur ce point, il est essentiel pour nous, et nous sommes très interpellés, de donner aux diplomates burkinabés la meilleure formation qui soit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la formation à l'INEI, à l'Institut des hautes études internationales, est orientée vers la pratique. Parce que nous avons des besoins pratiques. Il est certes important d'avoir des fondamentaux pour soutenir l'action, mais il faut former les diplomates par rapport à une nouvelle situation. Et cette situation de crise, je l'avais évoquée, vous avez aujourd'hui les réseaux sociaux qui font la diplomatie à la place des diplomates professionnels, qui donnent leurs orientations et qui donnent leurs attentes. Il faut que le diplomate professionnel puisse être à l'écoute de ses besoins, de ses attentes, mais la diplomatie ne se fait pas sur les réseaux sociaux. La diplomatie, c'est un métier de confidence, c'est un métier d'influence souterraine, c'est un métier où tout n'est pas à la portée du marché. Donc, à partir de ce moment, il revient aux acteurs de la diplomatie aussi de savoir faire la bonne diplomatie. Et je pense que, et je vous ai cité les actualités diplomatiques qui montrent une certaine diversification et qui s'alignent sur la ligne donnée par les chefs de l'État. Parce que le diplomate n'est pas un homme indépendant. C'est ce qu'il faut savoir. Le diplomate est l'envoyé d'un chef de l'État auprès d'autres chefs de l'État. Et par conséquent, il est un porte-parole. Et il est un envoyé. Et un envoyé ne peut pas avoir sa parole au-delà de la parole du mandat de celui qui l'a envoyé. Donc, quand on reçoit des instructions, on doit les appliquer. Et les diplomates n'ont pas une marge de manœuvre qui leur permette d'agir comme ils veulent. Et lorsqu'on est diplomate, quel que soit le régime, on doit porter la parole du régime, de l'autorité qui a une vision, et c'est cette vision-là. Et aujourd'hui, la vision, c'est la diversification des partenaires. Et ici, vous voyez qu'on est avec Moscou, avec Washington, avec Rabat, avec New York, les Nations Unies, avec l'OCI, avec l'Iran, etc., etc. Donc, c'est très important que les uns et les autres les sachent. Parce que le plus souvent, il y a des ingérences dans les métiers des uns et des autres. C'est la même chose que votre métier. Il y a aujourd'hui des gens qui s'autoproclament journalistes et qui veulent donner des leçons aux journalistes. J'ai l'avantage d'être passé par une école de journalisme et je sais qu'il y a des principes, il y a des règles. Et le journaliste est un homme de la société et doit travailler au service de la société. Le diplomate est un homme, je dirais, de la politique et doit travailler au service de la vision politique du chef de l'État. Et donc, par conséquent, lorsqu'il reçoit des instructions, il doit agir. Et à la différence d'autres corps, le diplomate est un homme de l'ombre. Ce n'est pas forcément celui qui est à la face des médias. Moi, j'ai l'avantage d'être à la face des médias aujourd'hui, tout simplement parce que je suis venu pour expliquer, je suis venu pour parler. Et moi, je ne suis pas un diplomate acteur, je suis un diplomate formateur. Donc, et la formation, ça suppose donc une dynamique pédagogique. Et c'est cette dynamique pédagogique qui m'a permis de venir vous parler. En me présentant, vous avez dit spécialiste des relations internationales. Vous n'avez pas dit ambassadeur, vous n'avez pas dit diplomate. Et c'est très confortable pour moi parce que c'est le spécialiste des relations internationales qui parle. C'est un homme de science et non un diplomate de carrière. Donc, je garde cette liberté de parole. Tout à fait. Mais mes collègues qui sont aux affaires étrangères ont un autre profil, ont une autre posture. Il l'a dit, Ouvida, M. Ouvida, la diplomatie, dans ce contexte de crise multidimensionnelle, doit avoir des valeurs, on doit avoir de la compétence, on doit aussi avoir un certain nombre de principes. Et donc, c'est le respect de tout cela qui peut nous aider à nous en sortir. Absolument. Je crois que le diplomate, où qu'il soit,
devrait d'abord être attentif au message porté par son gouvernement et ensuite être disponible pour le relayer auprès des partenaires et faire en sorte que ce message soit bien compris, et aussi bien dans son contexte que dans son fondement, et par les partenaires aussi bien bilatéraux que multilatéraux. Ça, c'est le travail du diplomate. Et en la matière, il faut peut-être beaucoup d'initiatives, parce que le diplomate assis dans la maison ne peut pas être un diplomate efficace. Si vous êtes aux Nations Unies, le bureau ne fera pas de vous un diplomate efficace. Il faut boire le café avec les gens, il faut assister aux réunions, il faut parler, il faut expliquer. Et nous devons donc être comme les micros ou les haut-parleurs de nos autorités ici vis-à-vis du monde extérieur pour faire en sorte que ce qui se dit ici soit entendu dehors. Et soit bien entendu dehors. Absolument. Oui, et ça c'est très bien dit. Pour terminer, docteur Poussi Sawadgo, à quoi on doit s'en tenir en termes de propositions pour améliorer les interventions diplomatiques dans le contexte burkinabé pour assurer une résolution pacifique de la crise? Je pense que nous sommes dans une situation très complexe et si j'ai une seule solution à proposer, c'est la solution du renforcement des capacités, c'est la solution de la formation. Il faudrait que les diplomates du Burkina puissent être renforcés. Ils ont cet outil qui est l'INEI, l'école diplomatique du Burkina, et ils ont aussi l'occasion d'être en contact avec les autres. L'ambassadeur Oubida l'a dit, le bureau tout seul ne nous permettra pas d'être un excellent diplomate, un diplomate solution, parce que nous devons être un diplomate solution face à cette crise multidimensionnelle. Et pour être un diplomate solution, il faut avoir les outils, il faut avoir les méthodes, il faut avoir les bonnes approches. Et c'est ce que nous devons faire. Et cela ne s'acquiert que par le renforcement des capacités. Et à l'INEI, nous rêvons d'être au-delà d'une école diplomatique pour le Burkina, être une école diplomatique pour l'Afrique de l'Ouest, une école diplomatique pour l'Afrique tout court. Parce que c'est très important. Ça nous permettra de créer des relations. Aujourd'hui, on a certainement des difficultés parce que des diplomates aux Nations Unies, des diplomates à la CEDEAO, des diplomates à l'Union africaine ne sont pas formés au Burkina. Si on a un certain nombre de diplomates formés au Burkina qui aiment le Burkina, lorsque le Burkina est en difficulté et que ces diplomates sont en position de décider en faveur du Burkina, ils ne vont pas hésiter à le faire. Moi-même, je suis un produit de l'IRIC, qui est l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Et aujourd'hui, quelque chose qui touche au Cameroun, j'ai fait une année académique au Cameroun, je suis sensible par rapport à ce qui se touche au Cameroun. Et c'est comme ça qu'on peut créer une école, faire de telle sorte que nous puissions recevoir les meilleurs éléments de l'Afrique ici, les former et devenir donc un point central. Et lorsque nous avons des problèmes, nous avons des amis qui peuvent être attentifs à notre cause. Donc c'est la vision. Synergie. Exactement, créer une synergie. Parce que quand vous êtes formaté par la même école, par la même vision, vous pouvez être attentif aux causes qui concernent donc ces espaces. Et nous sommes un outil pour le Burkina, mais aussi pour l'Afrique, pour pouvoir permettre de comprendre les situations complexes comme celles que nous vivons et de pouvoir proposer des solutions alternatives. Okay. Monsieur François Oubida, pour terminer. Alors, je pense que la dynamique dans laquelle le gouvernement est actuellement engagé vis-à-vis de l'extérieur doit se poursuivre et se renforcer. Et malgré les réticences des structures comme la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, nous devons persévérer pour faire en sorte que ces inerties-là soient débloquées pour nous permettre de mieux mobiliser la communauté internationale. Nous l'avons dit tout à l'heure, certains pays et partenaires bilatéraux, certaines structures au niveau international voudraient bien nous aider, mais dès lors qu'il n'y a pas une certaine ouverture de la part de ces organisations majeures au niveau international, c'est difficile pour elles parce qu'elles risquent ou ils risquent de se retrouver sur le banc des accusés. Donc je pense qu'il faut poursuivre cette dynamique et accentuer ou rétablir le dialogue avec la CEDEAO
pouvoir dialoguer avec l'Union africaine, que ce soit directement ou indirectement. On compte beaucoup d'amis et beaucoup de pays peuvent intervenir dans ce sens pour faire en sorte que la perception au niveau de ces structures-là change. On devrait pouvoir établir un dialogue avec les Nations Unies, comme je l'ai dit, soit directement, soit à travers nos différents amis. Et pourquoi pas ne pas œuvrer à ce que le Conseil de sécurité même soit saisi de la situation, ou l'Assemblée générale soit saisie de la situation, et que les uns et les autres puissent nous écouter et donner leur point de vue de manière à ce que nous puissions harmoniser notre vision et pour le bien de nos populations. Oui, juste pour terminer définitivement avec cette émission, on l'a vu, Dr Poussi Sawadgo, je l'ai dit, vous êtes spécialiste des relations internationales et directeur de l'Institut des hautes études internationales du Burkina. Mais quand on vous regarde, vous êtes également un chef coutumier. Peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi l'évolution, est-ce que vous pouvez juste préciser davantage pourquoi cette façon d'apparaître aujourd'hui? Oui, cela date d'octobre 2021 où j'ai bénéficié donc du privilège d'être responsabilisé par le roi de Bousma en tant que Boussoum Kieoronaba. Le Kio, c'est l'école traditionnelle. Et l'évolution du monde nous fait constater que nos valeurs traditionnelles sont en voie de disparition parce que l'école classique occupe nos enfants au moment où on avait besoin d'eux pour les amener à l'école traditionnelle. Donc nous avons réfléchi et le roi, dans sa vision, a pensé qu'il était nécessaire de créer une plateforme où les week-ends, nous pouvons réunir les enfants du royaume et leur apporter à travers des proverbes, à travers des contes, à travers des devinettes, des enseignements. Et des enseignements qui portent sur les valeurs humaines universelles. Et donc, en tant qu'historien, puisque j'avais travaillé sur l'histoire et l'information et le pouvoir politique traditionnel, les cas du royaume de Bousma que j'ai soutenu en 2004, ma thèse, donc le roi m'a fait confiance et m'a confié donc la coordination de cette école. Et c'est pour cela j'apparais ici de cette façon. Sinon, c'est le coordonnateur de l'école diplomatique et le coordonnateur de l'école traditionnelle, le Kiogo de Bousma, et il n'y a pas d'incompatibilité. En français facile, le ministre de la Culture et de l'Éducation. Et de l'Éducation à la cour du royaume du roi du Bousma. Merci à vous, Dr Poussi Sawadgo. Je rappelle que vous êtes spécialiste de relations internationales et directeur de l'Institut des hautes études internationales. Et merci également à François Oubida, diplomate à la retraite et ancien ambassadeur du Burkina Faso au Japon. Nous avons parlé ce soir donc de la place de la diplomatie dans une crise multidimensionnelle. Merci d'être venu partager vos expériences et vos connaissances avec nous et avec le grand public. Voilà, on s'arrête là pour question majeure de ce soir. Merci de l'avoir suivi.